Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bonjour chers étudiants, donc je suis content de revenir sur ce cours. Aujourd'hui, on va essayer d'enchaîner sur le cours de réseau. Donc j'espère que vous m'entendez très bien. Si oui, dites-le moi. Donnez-moi un feedback. Très bien. Voilà, je veux revenir vers le cours, donc je partagerai mon écran. Donc je vous demande donc de vous inscrire donc dans la liste de présence. Je partage mon écran. Et voilà, si vous voyez mon écran, ça sera une bonne chose. Oui, monsieur. Donc, à un certain moment, donc, nous avons vu qu'un réseau, c'est la mise en communication donc, des machines qui vont partager des données. Nous avons vu pour ça qu'il y a deux modèles. Le modèle OSI, Open System Interconnected, les systèmes ouverts interconnectés. Pourquoi on a fait tout ceci? Parce qu'il y a différentes machines, différents systèmes d'exploitation et chacun donc une machine différente. Il faut trouver un consensus donc dans lequel donc on peut partager. Donc voilà, la décomposition en 7 couches, ça aide à comprendre comment l'information est acheminée d'une source à une destination. Le modèle OSI est baptisé et baptisé. Le baptisé, c'est le bâtiment est baptisé. Il est construit autour de 7 couches. Du plus haut au plus bas, application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique. Donc, une application d'un utilisateur qui va envoyer une information, donc il va descendre du plus haut niveau vers le bas niveau. Le bas niveau, donc c'est, on arrive à la couche physique, on va envoyer le message sous forme d'un signal à une destination. Lorsque sa couche physique reçoit le message, il va essayer de le remonter vers la couche application. Donc, deux couches application de l'émetteur et de destinataire, donc de l'émetteur et de récepteur, ou bien de la source et la destination, vont partager les informations. Les informations, ça peut être de n'importe quelle façon, du texte, un fichier audio, un fichier image, un fichier vidéo, du code. Donc, on peut même partager, on a dit qu'on partage aussi les ressources, comme partager une connexion Internet. Donc, le modèle OSI a été standardisé par l'Organisation internationale de standardisation ISO. Et donc, ce sont des réunions et des réunions qui arrivent associées. Mais il y a un modèle qui est baptisé sur des protocoles. On a dit qu'un protocole, ce sont les règles de communication entre deux couches différentes. On a parlé de notion de protocole et de notion de service. Les services, c'est un petit peu la communication entre deux couches d'une même machine. C'est le dialogue à la verticale. Par contre, le protocole, c'est le dialogue à l'horizontale entre deux couches de deux machines différentes. On parle de protocole et de service. Donc, on a dit que TCP/IP est basé sur deux protocoles principaux, à savoir le protocole TCP, Transmission Control Protocol, de la couche transport. On a vu que la couche transport, elle utilise deux principaux protocoles. Le protocole TCP, orienté connexion, et UDP, non orienté connexion.
Et donc, et chacun a des applications différentes, par exemple le transfert de fichiers, le transfert de la voix, le transfert de l'image, le transfert de la vidéo. Donc, il y a donc à chaque application, il y a un protocole. Donc, le protocole TCP, donc c'est celui de la couche transport et le protocole IP, celui de la couche réseau. Donc, la couche réseau, elle concerne le routage et l'adressage. On va voir l'adressage et le routage dans le dernier chapitre. Donc, nous avons commencé à partir du chapitre 3, donc ce même chapitre, sur un petit peu la communication. La communication entre, donc la plus basse, c'est entre la couche physique. On a dit que les couches supérieures à partir de transport, présentation, session, application, les deux couches correspondantes, donc en bout. Par exemple, je m'explique, pour ne pas dire de quoi tu parles. Donc, je m'explique de quoi je parle. Donc, nous avons dit que, par exemple, supposons que ça, c'est une machine, et ça, c'est une autre machine. La source et la destination. Application, présentation, le modèle OSI, session, transport, réseau, liaison de données physique. Ici aussi, application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique. Donc, pour les machines directement connectées, donc on sait que la couche va parler à celle-là. Celle-là 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 va parler à celle-là. Et donc la couche physique parle à la couche physique. Vous voyez, ça c'est le trait. Mais donc il se peut que ici, on n'a pas une liaison directe. On a par exemple deux machines sont sur deux réseaux différents. Donc, s'ils sont sur deux réseaux différents, donc on va utiliser bien sûr donc un routeur. On a parlé d'un routeur. On a parlé d'un routeur. On va y revenir. Et donc, donc un routeur, donc il va essayer de faire communiquer deux réseaux bien différents. Si ces deux machines n'appartiennent pas au même réseau, donc l'information doit descendre donc logiquement donc de ce sens. Et donc on a la liaison entre celui-là et celui-là, et la liaison entre celui-là et celui-là. Et donc aussi dans le routeur, l'information doit remonter vers la couche réseau. Elle va descendre de l'autre côté de la couche réseau vers la couche physique pour remonter ici. Donc vous voyez que toujours donc les deux couches transport, présentation, application des deux machines qui vont discuter, elles se parlent. Mais c'est là la couche réseau de cette machine, elle parle à la couche réseau de cette partie de routeur. Et donc, où c'est la couche réseau de celui-là, elle parle à la couche réseau. Il se peut qu'il y a non seulement un seul routeur, mais plusieurs routeurs. Et donc, voilà, donc les couches réseau des deux machines peuvent ne pas communiquer directement. Par contre, les couches supérieures à partir de transport, c'est comme si elles parlent directement. C'est vrai que l'information descend de son sens, elle descend ici, elle monte ici, elle descend ici, et elle monte à partir d'ici. Donc, vous voyez que c'est de cette façon que l'information passe physiquement.
Nous avons aussi dit que chaque couche, il ajoute ce qu'on appelle un non-tête. Je dis ça pour un petit peu fixer les idées. Donc, par exemple, imaginez que c'est un fichier qui va être envoyé de A à B. Donc, ce fichier doit être décomposé en ce qu'on appelle à partir de la couche physique. À partir de la couche physique, ce sont les bits. La couche application tram, on va le voir donc dans ce fichier tram. Dans le fichier réseau paquet, un segment, etc. Et donc chaque application, elle ajoute, donc on parle ici de données, donc ce qu'on appelle le PDE. PDE, Protocol Data Unit. Donc on parle de la couche physique des bits, on parle de la couche liaison de données du tram, on parle de la couche réseau de paquet, et donc de la couche transport du segment. Parce qu'un fichier, un grand fichier, il va être segmenté. Segmenté, ça veut dire divisé. Divisé en petits bouts. S'il y a un problème dans un bout, ce n'est pas la peine de retransmettre tout le fichier. C'est le bout où il y a le problème. Donc, c'est ça. Et donc, la couche transport de la source, elle segmente, et la couche transport du destinataire, elle rassemble. Segmentation, désegmentation ou bien rassemblage. Et c'est donc, il y a on encapsule le paquet, le segment de le paquet, on encapsule le paquet de le tram et on envoie le train du bit sur la liaison physique. Donc, dans la liaison physique, nous avons vu deux types de transmission. Transmission numérique, avec bien sûr le codage tutoriel, NRZ, Manchester. Il se peut il y a par exemple une transmission analogique dans laquelle on fait appel à la modulation. Pourquoi ceci? Je m'explique. Donc, imaginez que j'ai mon ordinateur. Et donc, on a ici un modem. Donc, et on a ici un RTC, réseau téléphonique commuté. On a les commutateurs de l'opérateur, un autre commutateur, etc. Et à la réception, on aura un modem et une autre machine. Ici, c'est un ordinateur. Donc, on aura aussi un modem. Donc, ça, c'est un modem. Ça, c'est un autre modem. Et donc, ici, c'est la destination. Si tu sais, un computer. D'accord? Donc, ici, sur le réseau terrestre commuté, et ici, la plupart du temps, c'est analogique. C'est la transmission analogique. On a donc la transmission analogique qui utilise la modulation en amplitude, AM modulation, amplitude modulation, fréquence modulation et phase modulation. Même chose ici. Et donc, ici, dans les commutateurs, la plupart du temps, maintenant, les commutateurs des opérateurs, par exemple, des Etisalat, Maghreb, etc., ici, on utilise une transmission numérique. Ici, c'est une transmission analogique. Donc, vous voyez que ici, l'ordinateur, c'est numérique. Ici, c'est l'ordinateur numérique. Donc, ici, le modem, elle transforme les données numériques en analogique, mais vous voyez ici, c'est numérique. Vous allez me dire, mais on a ici. Donc, ici, normalement, il y a ce qu'on appelle les codecs, codeurs-décodeurs. Donc, les codecs, c'est un composant un petit peu différent du modulateur qui va essayer de transformer les données analogiques en données numériques qu'on va essayer de transmettre sur la voie. Donc, la voie, par exemple, du fournisseur d'accès, par exemple, donc c'est une voie haut débit. Donc, haut débit, ce qu'on les appelle les artères de la communication. Les artères de la communication. Et donc, pour ceci, vous allez comprendre ce qu'on va essayer maintenant s'enchaîner sur le multiplexage. Donc, le multiplexage,
Donc, est-ce que vous voyez? Donc, j'espère que si vous ne voyez, donc voilà, donc j'espère que vous voyez. Donc, on a dit que la modulation concerne l'adaptation du signal au canal. Le multiplexage, lui, concerne le partage de la bande passante du canal. Imaginez, donc, on sait maintenant comment on communique deux machines. Cette machine, donc je veux effacer tout ceci. Et nous avons une machine A et une machine B qui vont se communiquer soit avec une liaison directe, soit avec un switch, soit avec un routeur, etc. Donc vous voyez qu'il y a un seul câble par exemple. Mais imaginez que nous avons plusieurs machines qui vont communiquer. Donc si on a plusieurs machines, donc la première machine, la deuxième machine, la troisième machine, donc qui vont communiquer à d'autres. Est-ce qu'on va essayer de faire un fil entre la première et la deuxième, la première et la première, la première et la deuxième, la première et la troisième? Même chose ici, deuxième avec la première, deuxième avec la deuxième. Donc, c'est comme si on a un réseau totalement maillé. Si combien, imaginez que si par exemple, si on fait ceci sur la ligne téléphonique, donc si je veux communiquer avec un utilisateur, entre moi et chaque utilisateur, c'est un fil. Ce n'est pas possible. Donc la solution pour ceci, c'est ce qu'on appelle le multiplexage. Il y a deux types de multiplexage. Multiplexage temporel et le multiplexage fréquentiel. Le multiplexage fréquentiel, il est adapté à la transmission analogique. Et temporel, ce qu'on appelle TDM ou bien Time Division Multiplexage, et FDM, c'est Frequency Division Multiplexage. FDM, Frequency Division Multiplexage. Et TDM, donc c'est le multiplexage temporel, et ici c'est le multiplexage fréquentiel. Donc le multiplexage fréquentiel, il est adapté pour la transmission analogique. Et le TDM, il est adapté pour la transmission numérique. Donc je m'explique les deux. Donc vous voyez que c'est impossible de faire des liaisons entre tous les abonnés. Ce que faisaient par exemple les opérateurs de télécommunication. Donc les opérateurs de télécommunication, ils font ce qu'on appelle le fréquency division multiplexage. On a par exemple la bande et une bande de transmission. La bande de transmission, donc on a dit que la bande de transmission, c'est l'ensemble des fréquences. Donc, on parle déjà de la fréquence. Qu'est-ce que la fréquence? On a dit que l'opérateur l'a transformé de Fourier. Donc, on peut exprimer un signal x de t dans le domaine temporel, comme on peut l'exprimer dans le domaine fréquentiel par la transformée de Fourier. Donc, on a ce qui fait le passage ici, c'est la transformée de Fourier. Et ce qui fait le passage inverse, c'est l'inverse Fourier transform, la transformée de Fourier inverse. Donc, je peux par exemple x de f, je vous la donne. On vous demande qu'est-ce que la transformée de Fourier, c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini x de t exponentielle moins g de p f t dt. Donc c'est un opérateur. Donc la transformée de Fourier, c'est un opérateur mathématique qui essaie de transformer les signaux de domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Donc ça c'est grand X de f. Si j'ai maintenant X de f, les X de t, c'est donc la transformée de Fourier inverse. Donc X de t, la transformée de Fourier inverse est égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini
grand X de F exponentielle G, un moins G, un G de P F T df. Donc, ça veut dire que mon signal temporel, c'est une sommation donc c'est un intégral. C'est comme si on décompose sur la base exponentielle complexe. Ce sont des constantes. Donc, c'est comme si on décompose. La série de Fourier essaie de décomposer sur les cosinus et les sinus. Donc, la transformée de Fourier, donc, elle essaie de décomposer un signal. Donc, la série de Fourier, un signal périodique. Un signal périodique ou là apériodique. Mais, on ne fait pas attention. Donc, c'est une généralisation de la décomposition de série de Fourier. Donc, c'est une décomposition de la base orthonormée exponentielle G de PFT. D'accord, donc ça c'est un petit peu la transformée de Fourier. Peut-être il y a par exemple des questions, des concours dans lesquels on vous demande qu'est-ce que la transformée de Fourier. Ça fait partie des mathématiques, ça fait partie de la physique, mais aussi les étudiants qui étudient leur réseau doivent savoir comment on peut passer d'un signal temporel à un signal fréquentiel. Donc ceci, donc pourquoi j'ai un petit peu, je parle de ceci. Donc, parce que on a dit que la bande de fréquence dans la transformée de Fourier, dans le multiplexage fréquentiel, donc on a par exemple de 0 jusqu'à W, ce qu'on appelle, donc ça c'est un petit peu la bande de fréquence dans laquelle il n'y a pas d'atténuation. Vous voyez, à partir de W ou bien la fréquence de coupure, il y a l'atténuation. Donc, c'est la fréquence de coupure. Donc, de 0 jusqu'à FC, donc c'est ce qu'on appelle la bande passante. Le multiplexage fréquentiel, la bande passante, on va essayer de la partager. Donc, par exemple, ça c'est la première bande et donc, même les bandes, donc on laisse une bande de secours entre les deux. Donc les bandes qu'on utilise normalement, on utilise cette bande. etc. Donc voilà, toute la bande, on la divise en bandelettes. Et bien sûr, on module par exemple, chaque signal a de la fréquence. Pour avoir de la fréquence, le premier signal, donc la première ligne a de la bande, le deuxième a le troisième, etc. Donc, qui dit la modulation, par exemple un signal. Donc, un signal en bande de base, supposons que le signal, lorsque je le module à la fréquence F0, ça veut dire que je décale, c'est comme je fais un décalage, je gèle le spectre à la fréquence F0. Donc, à la fréquence F0, par exemple, les milieux milieu. Donc, faire de la bandelette, j'utilise une série F0, donc, par exemple, 2 F0, 3 F0, etc. Donc, chaque fréquence, chaque signal a une seule fréquence. Par exemple, je divise le 16 bandelettes. Ça veut dire que je peux transmettre 16 signaux, 16 messages faire de la bande. À la réception, qu'est-ce que je fais? J'ai parlé donc dans une vidéo donc de un filtre passe-bande. Un filtre passe-bande, par exemple, autour de la fréquence, par exemple, F0, donc il va essayer seulement de passer une certaine bande autour de la fréquence F0. Et il va essayer d'annuler. Donc, à la sortie, quand dire un filtre à la passe-bande ديال هادي, et donc à la réception, même si je mélange à l'entrée, je mélange à l'émission plusieurs signaux, chacun à une certaine fréquence, à la réception, كنستعمل des filtres pour les séparer en fréquences. C'est ça le multiplexage fréquentiel. C'est combiner
plusieurs signaux qui ont des fréquences porteuses différentes et à la réception, j'utilise un banque de filtres. C'est un banque, etc. Et donc, lorsque je mélange, maintenant, je vous explique maintenant comment faire. On a par exemple, il y a le canal 1, le canal juge, jusqu'à le canal N. D'accord? Donc, on a de la fréquence par exemple F0, on a de la fréquence F1 jusqu'à la fréquence Fn. Donc, pour dire que F1 du canal A, F2, donc jusqu'à Fn. Donc, je les combine. Donc, le multiplexeur, il les combine et je le transmets sur le même canal. Le même canal, le canal a la bande passante de 0 jusqu'à FC. F1 jusqu'à Fn. À la réception, un filtre passe-bande autour de F1 le signal C1 ou le C2, etc. Vous voyez que au lieu d'utiliser une file, j'utilise un seul support. Et je décompose la bande passante dialogue en petites bandelettes et donc à la réception un démultiplexeur. Un démultiplexeur, ça veut dire que c'est un banque de filtres passe-bande que chacun il va essayer de le signal du canal 1 la fréquence F1, donc il va seulement laisser passer réel le signal de la fréquence F1. Vous voyez, donc si on les autres fréquences, il l'élimine. Il va laisser F2, donc, etc., etc. Donc, à la réception, j'utilise un seul support dans lequel je le multiplie en fréquence et à la réception, donc, au lieu d'utiliser une file, j'utilise seulement un seul fil de la bande passante divisée en bandelette. C'est ça le principe de multiplexage fréquentiel. Est-ce que vous avez compris? Donc, je retourne vers la diapo et on va essayer donc donc le multiplexage concerne le partage de la bande passante du canal. Ça, c'est le multiplexage, bien sûr, fréquentiel, parce qu'il y a un autre multiplexage. Donc, vous voyez que on a plusieurs voies. Le multiplexeur, donc, il va essayer de les mélanger. Chacun a une fréquence, il va essayer, on les envoie sur une voie large bande. La voie large bande, elle va être découpée en bandelettes. Et le démultiplexeur, c'est un banque de filtres qui va essayer de les départager parce qu'on sait la fréquence de chacun. Donc ça, c'est un petit peu le multiplexage fréquentiel. Donc, fonction du multiplexage d'une liaison. Donc, partage d'une même liaison. Vous voyez qu'on n'utilise pas une liaison, une seule liaison. ولكن عندها la bande كبيرة. Entre plusieurs communications simultanées, deux types de multiplexage. Multiplexage fréquentiel qu'on appelle FDMA, fréquence division multiple access. Le principe découpe la bande passante large en plusieurs sous-bandes étroites. Chaque sous-bande est affectée à une voie de communication. Donc, chaque voie de communication, il utilise une certaine bande, une certaine fréquence d'erreur. Donc, cette répartition en fréquence est bien adaptée aux transmissions analogiques. Rappelez que on ne fait pas le multiplexage fréquence la transmission numérique, seulement la transmission analogique. Vous voyez que la bande large, donc ça c'est la fréquence, donc on va la diviser en bandelettes. Le canal 1, c'est en rose, le canal 2, c'est en vert, le canal 3, c'est en bleu, le canal 4, c'est en marron, etc. Et donc, entre les deux, il y a ce qu'on appelle les bandes de garde. Vous voyez qu'il y a une différence entre les... Ils ne se touchent pas pour ne pas qu'il n'y ait pas de chevauchement. Donc, chaque voie de communication, il utilise une bandelette bien déterminée. Et à la réception, on va essayer de faire le filtrage passe-bande
qui est un petit peu qui est ajusté à la bandelette, à notre ana. Et donc, comme je fais la séparation des signaux par l'analyse fréquentielle. Donc, le deuxième multiplexage, c'est un petit peu le multiplexage. Donc, vous voyez que chaque voie de communication, il utilise une bande. Si une voix a quelque chose à envoyer, il utilise هذه. إلا ما عندها s'il n'a rien à envoyer, كتكون هنا une déperdition de la bande passante. Si la voix 1 a quelque chose à envoyer, il utilise de la bande. Il utilise de la bande. S'il n'a rien à envoyer, donc il a de la bande. C'est une la fragmentation. Lorsqu'on parle de la mémoire et le disque, c'est une fragmentation. C'est une bande fréquence qui ne peut pas être utilisée, mais si cette voie ne voit rien, donc c'est une perte. Donc, par exemple, en fréquence, bien sûr, donc en radiodiffusion, donc chaque radio, il a une fréquence. Il envoie chacune a une fréquence bien déterminée. Lorsque je règle la fréquence de mon résonneur, donc lorsque j'ai la fréquence de radio méditerranéenne, donc je capte radio méditerranéenne. Et donc, la radio internationale de Rabat, elle a une autre fréquence. Radio Tamazirt, elle a une certaine fréquence. Donc, elle utilise la notion de multiplexage en fréquence. Elle utilise la même voie. Donc, il utilise la même bande. Donc, c'est l'atmosphère. Et donc, c'est le même principe. C'est une liaison large bande qui va être décomposée en petites bandelettes pour la départager entre les voies. Donc, le multiplexage temporel, on a dit que il est adapté pour la transmission numérique. On va comprendre comment. Donc, le principe. Des bits ou des octets sont prélevés successivement sur les différentes voies reliées au multiplexeur pour construire un train de bits ou d'octets qui constituera le signal composé. Donc on a plusieurs voies. La transmission, c'est sur une voie numérique. On prend par exemple quelques bits de la première voie, ou bien quelques bits ou quelques octets de la deuxième voie, et on les rassemble donc pour construire ce qu'on va envoyer. Donc la trame envoyée ou bien le train, donc c'est comme le temps partagé. C'est comme si chaque voie elle occupe pour un laps de temps toute la bande. D'accord? Donc, j'envoie par exemple quelque chose de celui-là, puis quelque chose de celui-là, puis quelque chose de celui-là. C'est comme si le temps partagé, lorsqu'on ordonnance le processeur, donc avec plusieurs processus chargés en mémoire avec l'ordonnanceur tourniquet. Chaque processus a un quantum de temps pour accéder à la ressource processeur. Même chose ici. Chaque voie, elle occupe pour un laps de temps, donc ce qu'on appelle l'intervalle été, donc toute la bande passante. À chaque voie est effectué un intervalle de temps été. Donc, vous voyez que la première voie, donc chaque voie, donc elle a un laps de temps pour le temps. Donc, l'axe de temps, et donc, elle occupe toute la bande fréquence pour un laps de temps. La bande fréquence, c'est ça, et elle l'occupe pour un laps de temps. Et donc, une trame, maintenant, ça peut être quelque chose de celui-là, quelque chose de celui-là, quelque chose. Donc, un bout de la première, un bout de la deuxième, un bout de la troisième, un bout de la quatrième. Donc, et bien sûr, donc, c'est comme si chaque voie, elle occupe toute la bande passante pour un laps de temps qui s'appelle été, intervalle de temps, été. Donc, à chaque voie, il faut acter un intervalle de temps, été, intervalle pendant lequel elle envoie. Cette répartition en temps est uniquement adaptée pour les données numériques. Donc, vous voyez que le multiplexage temporel, il est adapté pour la transmission numérique et le multiplexage fréquentiel, donc c'est essentiel de retenir ça.
Le multiplexage temporel est plus efficace puisqu'il fait une meilleure utilisation de la bande passante. Je l'avais dit que la bande passante de le multiplexage fréquentiel, il peut y avoir une voix qui n'a rien à envoyer, mais sa bande, elle est réservée. C'est une déperdition, c'est un gâchis. Alors que la transmission numérique, si la voix a quelque chose à l'envoyer, elle l'envoie. S'il n'a rien à envoyer, donc voilà, elle n'envoie rien, donc elle laisse les autres envoyer. Donc elle utilise efficacement la bande passante. Problème, des données sont prêtes sur une voie, mais ce n'est pas son tour. Il faut donc mémoriser ces temps en attendant ce tour. Donc, il faut avoir des tampons. Attendre peut-être lentement. Multiplexer doit avoir donc une mémoire tampon pour sauvegarder les données qui attendent à être envoyées. Donc, pour la modulation à DSL, pour asymétrique, Digital Subscriber Line. C'est une modulation de laquelle on transmet la voix téléphonique et les données numériques. Et donc, elle est utilisée sur les lignes téléphoniques avec une bande passante de 1 méga. La bande passante, c'est 1 méga. Donc, ça, c'est 1 méga, c'est 1100. Donc, 3 plages de fréquences indépendantes. La basse fréquence, donc la voix, on l'envoie sur la basse fréquence. Donc, vous voyez qu'on aura un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas, il va essayer de passer la basse fréquence et éliminer donc les hautes fréquences. Qui dit filtre passe-bas, ça veut dire qu'on va seulement retenir ce qu'il y a dans cette bande de fréquence. Ça veut dire la parole, la voix. Téléphonique analogique, donc il utilise la basse fréquence pour envoyer la parole. La voix, la parole. Salam alaikum, allô, allô. Donc, on peut téléphoner tout en surfant sur l'Internet parce qu'il y a une certaine bande fréquence qui va être utilisée pour la transmission de données numériques. Une voix téléphonique ordinaire bande de 0 jusqu'à 4. En émission, bande de 4 kg à 50. De 4 à 50, donc on utilise donc tout ce qui est ici en vert, donc c'est pour la bande, ce qu'on appelle la bande d'envoi. En réception, donc la bande d'envoi ou bien en émission, alors que ici c'est en réception, vous voyez qu'elle est large. Pourquoi? Donc c'est pour cela qu'on utilise asymétrique. Il n'est pas symétrique. Ce qu'on consomme généralement de la toile, de l'internet, il est beaucoup très grand que ce qu'on met nous sur internet. J'envoie par exemple un fichier sur un FTP, sur un serveur, je peux envoyer un message, mais la plupart du temps, on consomme. Donc, vous voyez que ici, la bande numérique en réception, elle reçoit beaucoup. Donc, de 50 kHz, presque à 1 méga. Donc, vous voyez que elle est très grande. Donc, c'est pour cela donc le flux montant, il est réduit par rapport au flux descendant. Ce qu'on charge et ce qu'on télécharge par rapport à ce qu'on met sur le réseau. Donc, vous voyez qu'on a par exemple ici, donc, pour la transmission des données numériques, donc, elle est asymétrique. Donc, c'est pour cela qu'il porte l'asymétrique Digital Subscriber Line. On peut surfer sur le téléphone tout en téléphonant. Donc, vous voyez aussi, c'est ce qu'on appelle le splitter. Donc, on a ici, par exemple, une ligne téléphonique, fil de l'abonné, et on a donc donc le filtre passe bas pour aller vers le téléphone et le filtre passe haut. Donc, le filtre passe haut qui a la fréquence de Cooper, par exemple, à partir de 4. Donc, il va essayer d'éliminer ceci et donc de ne recevoir que les données numériques. Donc, et donc, là, on a aussi donc, un modem de splitter. Donc, c'est la combinaison. Donc, est un boîtier
emboîté راك يكون فيه la partie فين كتكونيكتي التليفون et la partie فين كتكونيكتي le modem. D'accord? Mode téléphonique analogique de la bande réservée à la transmission numérique de données. En émission et réception, donc multiplexage en fréquence sur les canaux de 4 kHz, utilisation des anciens modules sur chaque canal. Aujourd'hui, il offre jusqu'à 20 mégabits par seconde en réception et jusqu'à 1 méga en émission. Mais ça dépend bien sûr de la distance qui sépare bien sûr votre maison, votre modem et bien sûr la ligne haut débit. Possibilité de téléphone de tour sur le web, impossible sur les modules standards. La bande passante effective montante et descendante dépend de plusieurs paramètres. Distance entre les modems, degré d'interférence électrique. Bien sûr, chaque fois qu'il y a les interférences, chaque fois qu'il y a un champ magnétique ou électrique, donc il se peut que les informations soient un petit peu réduites. Donc sans interférence dB, 8 mégas, on peut atteindre à 8 mégas bits par seconde si la distance est inférieure à 3 kg et vous voyez qu'elle descend vers 2 mégas au lieu de 8 lorsque la distance arrive à 6 km en montant entre 16 et 1 méga. Donc ce qu'on met et ce qu'on consomme. Donc montant et descendant. Descendant, c'est ce qu'on consomme. Montant, c'est ce qu'on voit nous sur nos réseaux. Donc maintenant, je vais essayer de parler du support. On a dit que la couche physique, elle s'appuie sur les supports de communication. Il y a différents types de supports, à savoir les supports avec guide et les supports sans guide. Les supports avec guide, il y en a trois. Avec guide, il y a trois. Câble coaxial, dans lequel il y a un cœur, bien sûr, et un truss. Donc, c'est comme celui de la télévision, mais il est utilisé aussi pour la transmission de données. La paire torsadée, donc, il est utilisé aussi dans la téléphonie, il est utilisé donc pour les réseaux locaux. Donc, twisted ou untwisted. Et il y a la fibre optique. Et chacun de ces supports, il a une bande passante. Qui dit bande passante dit un dB. Combien d'informations on peut envoyer? On a parlé de le premier TD, donc de dB et de la vitesse. Il y a le dB, elle conditionne le temps d'émission et la vitesse, elle conditionne le délai de propagation sur le support. Donc ça, c'est un petit peu pour les supports avec guide. On va les voir, on va voir les caractéristiques de chacun. Quel est le problème de chacun, quel est le type de connecteur qu'utilise chacun, etc. Donc, pour vous dire à partir de maintenant, le mieux adapté entre les trois, c'est la fibre optique, parce qu'elle permet des dB qui peuvent arriver jusqu'à 10 gigas, à 10 gigamégas, 10 gigabits par seconde. Mais ça dépend de plusieurs paramètres, mais c'est cher en termes d'argent. Et on a aussi du support sans guide qui utilise l'atmosphère pour envoyer le signal. On parle du signal. Et par exemple, l'atmosphère, on peut avoir les ondes radio. Les ondes, on peut utiliser par exemple le téléphone cellulaire. Avec maintenant, vous connaissez qu'il y a la 5G qui va être déployée rapidement. Donc la 5G, on a la première génération, la deuxième génération, maintenant nous sommes à la cinquième génération. Et il va utiliser des dB très, très importants. Parce qu'il y a des applications, le problème, donc les applications, elles demandent beaucoup de dB. Par exemple, la télévision, la vidéo à la demande, etc. Donc, on aura un dB. Donc, il y a par exemple le Wi-Fi. Le Wi-Fi, lui aussi, donc il utilise les supports sans guide, il utilise l'atmosphère, il utilise les ondes, une certaine gamme de fréquences. Et donc, vous voyez qu'il y a
un mélange entre les réseaux de télécommunications et bien sûr les réseaux téléphoniques. Donc, et bien sûr, donc le défaut du support, donc on sait que, on l'a dit, que les canaux le support de transmission, c'est comme si c'est un filtre qui a une certaine bande passante. Qui dit bande passante dit que c'est un débit, limité. Avec on va arriver à la relation qui exprime la relation, à une relation mathématique qui exprime, donc c'est une relation de Shannon, donc qui met en relation la bande passante et la quantité d'information. On l'appelle la capacité maximale. Donc un support, il n'est pas idéal. Donc pourquoi donc un support idéal? Si j'envoie un signal, donc je dois recevoir le même signal à la réception. Malheureusement, on sait que dû à plusieurs facteurs, un signal, il est entamé par des bruits. Bruit de type, par exemple, dans le support, par exemple, physique, dans le câble coaxial ou le câble pertorsadier. Donc, l'agitation, parce que le signal, c'est un petit peu les électrons, c'est le déplacement des électrons. Et donc, l'agitation des électrons, qu'il y a, par exemple, des bousculades des électrons sur le support. Il y aura, par exemple, un 0 qui peut être un 1 ou un qui peut devenir un 0. Donc, le canal de transmission, il n'est pas idéal. C'est un support réaliste qui a une bonne fréquence et donc le signal reçu n'est pas malheureusement dans tous les cas fidèle à l'original. Et bien sûr, puisque le signal n'est pas... Moi, ce que je veux, c'est que lorsque je vois un signal, je veux que le récepteur reçoive le même signal. Et donc, il faut à la réception un moyen de détecter est-ce que le signal reçu est égal au signal envoyé ou bien il a été erroné. Et donc, on va parler lorsque le temps opportun arrive de la détection et la correction des erreurs. Il y a par exemple, dans des cas dans lesquels si le canal est unidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire unidirectionnel? Simplex, simple duplex. Donc, c'est seulement dans le sens A-B. Ça veut dire que le B ne peut pas envoyer A. Seulement A. Donc, dans ce cas, lorsque B reçoit un message, il n'y a pas un moyen de dire, même si elle sait que le message reçu est erroné, il n'a pas un moyen pour dire à A que le message n'est pas bien reçu. Dans ce cas, il faut que B essaye de corriger, lui, l'erreur s'il peut. S'il ne peut pas, donc il va ignorer. Par contre, si B peut envoyer, donc si c'est un support en semi-duplex, en full duplex, ça veut dire qu'elle peut envoyer s'il y a une erreur. Dans ce cas, elle détecte qu'il y a une erreur et donc elle va demander à la source de renvoyer. C'est plus facile de renvoyer un signal qui n'est pas bien arrivé que d'essayer de le traiter, à le corriger. Ça veut dire, mais si la taille du signal est très grande, parce qu'on parle généralement de trame. Dans le support physique, on parle du signal, mais dans la couche liaison de données, donc on va essayer donc de détecter l'erreur et donc sur la trame avec des méthodes. Donc, mais on a dit que les supports ne sont pas idiots, ce n'est pas idéal, donc ce n'est pas idiot. En fait, il y a affaiblissement du signal en amplitude. On a dit que à partir d'une certaine distance, si on n'utilise pas un répéteur
Un répéteur, c'est un régénérateur du signal. Lorsque le signal est affaibli, il faut lui donner la forme. Donc, et bien sûr, des bruits impulsionnels. Donc, lorsqu'on parle du bruit, il y a différents types de bruit. Bruit impulsionnel, bruit uniforme, bruit gaussien. Impulsionnel, ça veut dire que c'est un bruit qui ne touche pas toutes les valeurs, donc seulement certaines valeurs, parce qu'elle est due à des interférences entre signaux et bien sûr la diaphonie. La diaphonie, c'est que lorsque tu parles par exemple en téléphonie et tu entends un petit peu de tout ce que tu dis. L'écho. Parce que donc l'écho, donc lorsque vous êtes en montagne et lorsque tu parles, donc la montagne, elle te donne l'écho de ce que tu dis et tu entends ce que tu dis après un laps de temps. On peut aussi, donc dans la téléphonie, surtout la téléphonie analogique, lorsque tu parles, tu peux réécouter un petit peu de ce que tu disais après un laps de temps. Heureusement que dans les téléphones un petit peu modernes, intelligents, les smartphones, il y a ce qu'on appelle soit un suppresseur d'écho ou bien un annulateur d'écho. Un suppresseur, il essaie donc d'estimer l'écho et de le soustraire, ce qu'on appelle suppresseur d'écho, et le soustrait du signal. Donc, elle essaie de faire une estimation et elle fait la soustraction, donc c'est un suppresseur d'écho, mais l'annulateur, il essaie de l'annuler directement. Conséquence, donc, puisque le support n'est pas idéal, affaiblissement, le support se comporte comme un filtre et ne laisse pas passer toutes les fréquences. On l'a dit que la bande fréquence est limitée, ce n'est pas une infinité. Bruit, erreur de transmission. Donc, donc, ça va générer des données erronées. Donc, bande passante, lorsque vous entendez qu'est-ce que la bande passante, on l'a dit, c'est l'ensemble des fréquences caractérise tout support de transmission. C'est la bande de fréquence. Donc, la bande passante, c'est la bande de fréquence dans laquelle les signaux sont correctement reçus. Ils sont transformés sans altération. Donc, pourquoi ceci? Parce que on a dit que si par exemple la fréquence, le support, il passe à des fréquences, à partir de la fréquence FC, il va essayer. Si dans mon signal X de T, donc vous savez maintenant que je peux calculer X de F, je peux même le remplacer en module. Donc, هذه هي la fréquence. Supposons que هذه هي FC. عندي une certaine fréquence F0. Si la fréquence F0 كاينه par exemple في هذا le signal وعندي la fréquence de coupure هي FC, donc vous voyez هذه ماشي بحال هذه ولكن FC هي هذه. Donc هذا F0 elle va être ما غاديش نشوفوها. Et si on envoie un signal qui a une fréquence supérieure à FC ما غاديش توصل لان il va être filtré. Donc هنا كتقطع. Ça, c'est un petit peu les fréquences qui vont passer sans être altérées. Donc, qui vont être correctement reçues. C'est ce qu'on appelle la bande passante. La bande passante, c'est l'ensemble des fréquences qui peuvent être dans un signal, qui vont être envoyées et reçues correctement. La fréquence F0 elle est supérieure à FC, donc il ne va pas être correct, il ne va pas être reçu correctement. Donc, c'est ça la notion de la bande passante. La bande passante, c'est l'ensemble, c'est la bande, l'ensemble des fréquences dans laquelle les signaux sont correctement. Donc, la bande fréquence, c'est F max moins F min. L'oreille humaine est sensible à la bande 15 Hz jusqu'à 15 000. Donc, en téléphonie, on utilise la bande de 300 jusqu'à 3400 Hertz. Donc, vous voyez que c'est un filtre qui capte les fréquences au-delà de 3400 Hertz. Donc,
L'ensemble des caractéristiques que nous venons de voir fait que la capacité d'un support de transmission est limitée. Shannon, il a développé en supposant sur la théorie de l'information. Je vous le dis, Shannon, c'est le père de la théorie de l'information. C'est un ingénieur américain donc qui a un petit peu travaillé sur l'entropie, sur la fréquence d'échantillonnage et bien sûr, il a développé la capacité maximale. La capacité maximale, c'est la quantité maximale d'informations transportées par unité de temps sur un support. Un support qui a une bande passante W, il a une capacité maximale qui dépend de la bande passante et d'un rapport qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc, on sait que un support n'est pas un support égal. Il se peut qu'il y aura des bits qui sont altérés et le signal reçu n'est pas exactement le signal envoyé. Donc, la capacité maximale, ça veut dire le débit maximal. Le débit maximal, c'est OW et la largeur de la bande passante exprimée en Hertz, c'est l'exprimée en kilohertz, donc il faut la transformer en Hertz. SB, signal to noise, c'est le signal sur bruit. Et la valeur du rapport puissance du signal à puissance du bruit. Sans unité, il y a. Pourquoi je dis que sans unité? Parce que vous pouvez trouver deux termes de signal sur bruit. S sur B. Ou bien en anglais, signal SNR. Signal to noise ratio. Signal to noise. Donc, je vais l'écrire ici. Signal to noise ratio. Donc, le SNR. Le SNR, c'est S sur B. Mais il y a un SNR, donc sans unité ou à la puissance du signal sur la puissance du bruit, mais parfois, vous pouvez, on le traduit en échelle logarithmique en décibels. Donc, en décibels, donc si vous avez SNR en décibels, donc c'est 10 log à base 10 de SNR sans unité. Si vous avez SNR sans unité, pour le trouver en décibels, il faut lui appliquer 10 log à base 10 de la puissance du signal sur la puissance du bruit. D'accord? Donc, je reviens pour la capacité maximale de Shannon. C'est W log à base 2. Donc, ici, c'est log à base 2. Dans SNR en décibels, c'est log à base 10. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Donc, je veux revenir là-dedans. Donc, la capacité maximale est égale à W log à base 2 de 1 plus S sur B sans unité. Donc, ici, donc, il faut faire attention. Ici, c'est log à base 2. Ici, c'est log à base 10. Et bien sûr, le LNN, c'est log népérien. Log à base 10, c'est log népérien de X sur log népérien de 10. Donc, log 10 de X, c'est ln de X sur ln de 10. Sur ln de 10. Même chose. Log à base de X est égal à log népérien de X sur log népérien de 2. Donc,
C'est ça la définition de log à base 2, log à base 10, log à base 9, log à base 8, etc. Donc, mais pour le décibel, pour le SNR en décibel, on utilise le log à base 10. Et pour la capacité maximale, donc c'est la quantité d'information en termes de temps, elle est liée au rapport signal-bruit, mais c'est à base 2. D'accord? Au W, la largeur de la bande passante exprimée en Hertz, S et la valeur du rapport puissance du signal à puissance de bruit, la base 2 du logarithme servent pour exprimer l'information en bits. Exemple, sur une liaison téléphonique de la bande passante à une largeur de 3100 Hz, donc W, et le SNR 32 bits, 32 décibels. On va calculer maintenant la capacité maximale. On veut calculer Cmax, capacité maximale, et on a dit que c'est W log à base 2 de 1 plus S sur B, signal sur le bruit. On a dit que c'est 3100 Hz. On a SNR. Le SNR, c'est 32 décibels. Le SNR, donc le SNR, c'est 32 décibels. Donc, j'ai le SNR en décibels, je dois retrouver le SNR sans unité. On a 10 log à base 10 de signal sur le bruit, normalement signal sur le bruit, donc la puissance au carré comme juge est égale à 32. Non, il n'y a pas le carré. Donc, est égal à 32. Donc, log à base 10 de S sur B est égal 32 sur 2, c'est 3,2. Donc, S sur B, c'est 10 à la puissance 3,2. Donc, je lance la calculatrice. Dix à la puissance 3,2. 1584. Donc, 1584. Donc, 1484, je lui ajoute 1, plus 1, c'est 1585. J'utilise log à base 2 de ça. Donc, je vais voir, est-ce que la calculatrice... Ok, je vais utiliser log. Donc, je vais ajouter plus 1. Donc, log de ceci divisé par log de 2.
Non, non, c'est pas ça. Donc, on a la log de 2. Édition. Affichage scientifique, c'est ça, scientifique. Statistiques, donc on a calculatrice log. Donc on a 1, 5. On a 1, 5 log divisé par égal à 10. Donc ça c'est 10. Presque égal à 10, 63. 10,63. Le terme 10,63 fois 3100 fois 3100. 32 953 exactement est égal à 32 953. Il y a le bit par seconde. Donc on a 10 log, on trouve c'est le signature bruit, c'est 1,5. Donc maximum, donc ça nous donne à peu près donc 32 900, ça veut dire presque 33 000 bits par seconde. Vous voyez que avec ceci, on a calculé la capacité maximale, donc que ceci ne peut pas excéder. Si le rapport sur le bruit il est fixé et W fixé, on a donc et ceci avec W fixé, on a une capacité maximale. Donc chaque support de transmission à sa bande passante et donc il a un débit maximum qu'il ne peut pas excéder. Donc on a parlé donc quels sont les critères du choix d'un support. On a dit qu'il y a différents supports avec guide ou sans guide. Chacun a les caractéristiques comme le débit, comme on vient de le dire. Chacun il a un prix, chacun il a des défis technologiques, chacun il utilise des connecteurs bien déterminés, chacun il a une immunité aux perturbations, au bruit, etc. En théorie, donc les propriétés physiques qui vont un petit peu conditionner notre choix. Mais en pratique, il y a le coût. Combien on doit débourser en termes d'argent pour le support lui-même, pour ses connecteurs, émetteurs et récepteurs. Donc, pourquoi émetteurs et récepteurs? Parce que, par exemple, pour une fibre optique, on doit avoir un laser qui va essayer d'envoyer les signaux lumineux et à la réception, bien sûr, une photodiode qui va détecter la lumière et la convertir. Et donc, vous voyez que il y a beaucoup de paramètres. Donc, l'installation, donc l'installation de la fibre, c'est facile parce qu'elle est légère. Par contre, l'installation des grandes installations de pertorsadés, donc c'est lourd. Le cuivre est lourd. Donc l'installation, le poste, les câbles, etc. Immunité aux perturbations, bien sûr, donc les câbles coaxial ou même les pertorsadés, et s'il y a un champ électromagnétique ou bien une foudre, la foudre هي الصاعقه اللي كتضرب حيت كتكون الشتاء, donc ça peut endommager. D'accord? La longueur minimale, maximale possible entre deux équipements actifs, le débit possible, surtout débit maximal en bits par seconde. Plusieurs paramètres.
Donc, est-ce que c'est l'application pour laquelle on veut installer le réseau? Est-ce qu'il demande un débit, un débit haut débit, débit moyen, faible débit, etc. Le support de communication du grand de classe, le support de communication, le support à guide physique, ou bien avec guide physique, perte torsadée, câble coaxion, fibre optique. On va les voir une à une. Les supports sont guides, les ondes hertziennes, radioélectriques et même les ondes lumineuses. On peut envoyer une onde lumineuse sur l'atmosphère. Donc, si on peut envoyer une onde lumineuse sur la fibre optique, on peut aussi envoyer une onde lumineuse sur l'atmosphère. Et donc, on aura ici un laser qui envoie de la lumière et un détecteur qui va l'envoyer. Et bien sûr, entre les deux, donc, chez obstacle entre deux. Vous voyez que, chaque fois qu'il y a un obstacle, donc la lumière ne passe pas. Donc, les ondes hertziennes, radioélectriques, lumineuses, etc., etc. Chaque type de câble nécessite, ou bien chaque type de support. Donc, chaque type de câble nécessite des connecteurs, par exemple RG45 pour le câble pour la perte torsadée, connecteur en T et les prises en T pour la câble coaxial, les prises pour la fibre optique et bien sûr aux prises d'un format spécifique. Ainsi, le câblage en perte torsadée utilise généralement des connecteurs de type RG45, alors qu'un câblage coaxial utilise des connecteurs en T. Perte torsadée. On commence par la perte torsadée. Au début de la téléphonie, vous l'avez tous vu peut-être, on a des poteaux de téléphone dans lesquels il y a deux paires. Donc, on a donc, ce sont deux paires de cuivre isolées, sans blindage, sans rien du tout. Au début de la téléphonie, c'est ça. Mais bien sûr, donc, chaque fois qu'il y a deux conducteurs, donc, il y aura des interférences. Les interférences, si vous les avez vues en physique, c'est lorsqu'on a par exemple la lumière, donc ou bien deux champs électriques donc, qui se mélangent, et donc il y aura un qui va perturber l'autre. Donc c'est pour cela que pour réduire les interférences, ils vont utiliser donc la perte torsadée dans laquelle chacune, elle, comme l'hélice de l'ADN. Donc, on aura donc dans la ligne téléphonique deux lignes, etc. Donc, c'est pour cela qu'on utilise la perte torsadée. Donc, vous voyez que la plupart du temps, donc la ligne téléphonique ou bien la RG45, on utilise 4 paires, donc 8 fils. Donc, ça c'est une paire, ça c'est une paire, ça c'est une paire, ça c'est une paire. Et donc, vous voyez qu'une tourne autour de l'autre, comme l'ADN. Une paire de conducteurs alliage de cuivre en spirale entourée d'un isolant. Donc, vous voyez qu'elles sont entourées d'un isolant en plastique et donc qui ont des couleurs spécifiques. Donc, j'ai parlé lorsque j'ai parlé donc de l'utilisation de la perte torsadée donc entre deux ordinateurs directement, il faut qu'elles soient croisées pour que l'entrée de l'autre soit la sortie de l'autre et la sortie de l'autre soit l'entrée. Par contre, lorsqu'on utilise par exemple un ordinateur pour le faire connecter à un switch ou un hub, on utilise un câble direct. Pour connecter deux ordinateurs différents, on utilise un câble croisé, alors que entre un ordinateur et un switch, par exemple, c'est un câble direct. Une paire conducteur en cuivre en spirale entourée d'un isolant, utilisée depuis longtemps pour la téléphonie. Donc, une paire, un lien de communication. Plusieurs paires, donc un câble repéré, donc il nous faut un répéteur. Donc, plusieurs paires, par exemple, il y en a 4 paires, donc c'est un câble coaxial.
C'est une perte torsadée. Donc, il nous faut un répéteur télé 2 à 5 parce que le signal, il aura besoin d'être régénéré. Accès point à point. Donc, voilà, il ne permet pas donc l'accès en diffusion. Elle permet seulement un accès point à point en multipoint. Donc, on peut pas. Donc, ça permet de connecter une machine à une autre machine ou bien une machine à un hub ou à une machine à un switch. Mais pour qu'elle, donc en diffusion, on peut utiliser, peut-être en diffusion, donc par exemple pour la topologie en bus, on peut utiliser le câble coaxial ou l'atmosphère. Donc pour les ondes, tu envoies et tout le monde elle reçoit le même message. Ici, c'est en point en point, en multipoint. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc, il y aura donc du pur torsadé, c'est le média le plus utilisé à l'intérieur du bâtiment, ça veut dire en réseau local. Catégorie 1 n'a aucune contrainte, tire à la communication du bas débit. Catégorie de fréquence, donc 2 MHz, donc 2 à 25 paires, dédié au transport de voix et bas débit. Catégorie 3, référence pour les réseaux locaux Ethernet et Token Range, les réseaux nano, fréquence de 16 MHz. Donc, il y a la catégorie complément à la catégorie 3. Et donc, mais on voit bien sûr que la fréquence maximale, la bande passante, elle est élevée. Donc, ça veut dire que le débit va être supérieur. Catégorie 5 jusqu'à 125. Chaque fois que vous voyez la bande passante augmente, ça veut dire que le débit augmente. Le plus répondant câble de 4 paires de pas de torsades différentes. Donc, c'est comme ceci. 4 paires combinées dans une paire torsade. Donc, le RJ45, c'est ça. Donc, il a 8 bras. On a 8 lignes, donc 8 bras. Donc, on va mettre sur le slot de la carte réseau ou bien le port de switch ou bien le port de hub pour faire communiquer donc 10 machines en liaison point à point. Le deuxième, c'est le câble coaxial. Vous vous rappelez de cette de câble de la télévision dans laquelle il y a un cœur ou bien une âme en acier entouré d'un isolant et d'un blindage ou bien la tresse et bien sûr puis d'une enveloppe. Et bien sûr, donc, voilà, coaxial, donc lorsqu'elles sont coaxiales, donc il n'y a pas d'interférence. Les connecteurs, donc c'est ce qu'on appelle les connecteurs en T. Il y a des connecteurs en T ou bien il y aura d'autres vampires, une prise vampire. Une prise vampire, c'est une qui va un petit peu percer le conducteur pour atteindre l'âme. Donc, deux conducteurs cylindriques ayant le même axe, séparés par un isolant. C'est un conducteur. Séparé par un isolant. Offre un meilleur blindage vis-à-vis des paires torsadées. Réduit les distorsions électromagnétiques, mais c'est difficile d'être manié par rapport à la paire torsadée. La paire torsadée, il est souple, lui, il est un petit peu hard. Donc, il est difficile de le manier. Réduire les distorsions. Avantage, moins sensible au bruit. Fréquence plus élevée, qui dit la fréquence plus élevée, veut dire débit plus grand. Donc, la fréquence plus élevée, ça veut dire le débit il est plus grand. Donc, on peut arriver jusqu'à 10 gigabits par seconde. Inconvénient, co-élevé par rapport à la paire torsadée. Donc, c'est le co-élevé. Et c'est aussi difficile à être manié. Pour les connecteurs, on a deux types de connecteurs en T, comme celui-là. Donc, vous voyez, l'âme, elle va toucher l'âme de l'autre, etc. Donc, il y a ou bien une prise vampire. Elle
perce le conducteur jusqu'à atteindre l'âme. Et donc, ici, on peut connecter une machine. Ici, on peut connecter une machine. Et donc, vous voyez que ça, c'est la paire torsadée. On l'a connecté avec un T. Et au bout de T, donc ici, on va mettre une machine. Même chose ici. Donc, ça, c'est vers la station. Et ça, c'est le câble. Donc, on a, pour le type Internet, il a une caractéristique de 5 ohms comme résistance. Et pour le câble de TV, donc c'est 75 ohms. dB, il peut arriver jusqu'à 100 mégabits par seconde. On a dit qu'on peut même arriver jusqu'à 10 gigas. Encombrant. Ah, ouais, le problème, c'est encombrant. Donc, il est épais et c'est difficile. Et peu flexible. Il est difficile à manier. Couplé élevé. Donc, voilà les problèmes d'Halo. Il est peu maniable, peu flexible. Le coût est élevé, mais il permet d'avoir donc des débits très hauts. La fibre optique. La fibre optique, c'est une invention qui a marqué les réseaux. Et vous voyez que avant, ce qu'on peut transmettre sur des tonnes de cuivre, maintenant on peut le transmettre sur une fibre optique qui a la taille des cheveux. Ah, c'est important. C'est très important. Donc, c'est une économie d'échelle importante. Malheureusement, donc, si on utilise sur les opérateurs de téléphonie les fibres optiques pour connecter les commutateurs, par exemple, voilà le commutateur, etc. Donc, on utilise ici la fibre optique donc pour avoir les hauts débits, pour avoir peu d'erreurs, mais lorsqu'on arrive à la desserte locale, donc ça c'est par exemple, ça c'est les abonnés, on a ici donc un modem, et donc aussi, donc cette partie, il est toujours en paire torsadée. Et donc, même si on arrive à des hauts débits ici, donc lorsqu'on a ici, donc on a un filtre qui ne permet pas d'avoir des hauts débits chez les abonnés. Donc, le principe de la fibre optique, elle se base sur un principe de Descartes de l'optique géométrique. Qu'est-ce qu'il dit l'optique géométrique de Descartes? Lorsqu'on a deux milieux de propagation d'ondes de la lumière différentes, on a N1, on a N2. Donc, si on a un rayon lumineux qui vient perpendiculaire, elle passe sans déviation. Si par exemple, il vient avec un angle ici, alpha A, on aura aussi ici un deuxième alpha 2. Bien sûr, les milieux, elles ont des indices de propagation d'ondes différents. Donc, ça c'est, on a par exemple N1 sinus, donc la loi de Descartes, sinus alpha 1 est égal à N2. N1 sinus alpha 1 est égal à N2 sinus alpha 2. Bien sûr, N1 il est différent de N2, alpha 1 va différent. Donc, lorsqu'alpha arrive ou dépasse un certain seuil, le signal ne se réfracte pas, mais se réfléchit. À partir d'un angle seuil, alpha 1 max, le signal n'est pas réfracté. Donc ça, c'est un signal qui passe directement. Ça, c'est un signal réfracté, mais à partir d'une certaine angle, par exemple alpha 1 max,
Ici, alpha 1 max, le signal, il est réfléchi. Donc, il y a alpha 2. D'accord. Et donc, la fibre optique, elle se base sur le principe. Donc, c'est un cylindre, guide cylindrique de diamètre de quelques microns. Micromètres en verre, donc le verre, donc pour la transmission de la lumière, en plastique qui conduit un rayon optique. Principe d'émission-réception. On a à l'émission un laser qui, par exemple, on lui donne une séquence binaire et donc elle va envoyer, soit elle va envoyer de la lumière ou pas. Donc, si l'on envoie de la lumière, on code par exemple le 1, si elle n'envoie rien, donc c'est 0. Fibre optique. Donc, à la réception, on aura un récepteur photoélectrique, une photodiode. Une photodiode, donc, une photodiode, tu l'excites par la lumière, elle te donne une tension électrique. Et c'est le laser, donc ou bien un émetteur électrophotonique, tu lui donnes, donc, on a un signal binaire, donc, il va avoir une tension électrique, et donc la tension électrique, elle va essayer de générer des impulsions. Deux types de fibres, monomode et multimode. Dans le monomode, on n'envoie qu'un signal. Dans le multimode, on envoie plusieurs signaux. Donc, si vous vous rappelez que ici, j'ai parlé donc de alpha max, lorsque alpha est supérieur à alpha max, à alpha max, on aura donc si par exemple le premier signal il y aura cet angle, un autre elle va être un autre angle, on aura un autre angle de réflexion. Donc, on peut envoyer plusieurs signaux qui ont, par exemple, différents angles. Donc, pour le multimode, on joue sur les angles. Monomode rayoluminant en ligne droite, multimode rayoluminant avec réflexion. Dispersion le plus courant aujourd'hui. Donc, c'est celui qui a été. Donc, vous voyez que le laser, il va envoyer les signaux et à la réception, on doit essayer. Donc, s'il s'agit d'une impulsion, il va générer 1. S'il n'y a pas d'impulsion, il va rien générer. Donc, on a plusieurs angles. Donc, on a par exemple celui qui va direct, un qui va à cet angle, etc. Et donc, les réflexions multiples, et donc, on va essayer de recevoir les différentes signaux donc, sur le récepteur. Largeur de bande varie entre 25 000 et 30 GHz. Vous voyez que c'est énorme par rapport à la paire torsadée, par rapport au câble coaxial, c'est énorme. Et donc, ça va donner un débit, des débits maximum très important. Avantage, interconnecte les réseaux éloignés. Donc, on l'utilise surtout si on veut des centaines de kilomètres. Donc, pour interconnecter des réseaux, donc on utilise la fibre optique mieux que le paire torsadée, mieux que le câble coaxial. Peu sensible au bruit, parce que la lumière, elle se propage dans le verre, indépendamment de. Par contre, pour l'électricité, on a dit que chaque fois qu'elle traverse des conducteurs, donc chaque fois qu'il y a un champ magnétique, il y aura un problème. Chaque fois qu'il y a la foudre, il y aura un problème. Donc, c'est peu sensible. Donc, vous voyez que le taux d'erreur, c'est 10 à la puissance moins 2. C'est presque sûr. Il n'est pas nul, mais c'est très peu. On a aussi la confidentialité. Donc, voilà les données
il arrive. Si par exemple, si quelqu'un essaye d'écouter la fibre optique, elle va essayer de la bousiller. Alors que pour une fil électrique, il se peut quelqu'un aille une pince, il va lire le signal électrique, le convertir en binaire, il va savoir de quoi vous parlez. Alors qu'ici, on peut avoir une certaine confidentialité. C'est vrai que si on veut avoir, donc, parce que ici, c'est la confidentialité, sur le niveau le plus bas du traitement du signal, sur le signal, on peut encrypter la couche présentation. On a dit que la couche présentation, elle concerne le codage, la compression et le cryptage. Si on veut que le signal, même si quelqu'un reçoit le signal, il ne doit pas le décoder parce qu'il n'a pas les outils de décodage. Si on crypte, si il y a le cryptage du signal plus couche supérieure, même s'il capte le signal, il lui faut les codes pour le décoder. D'accord? Donc, lorsque je parle ici de la confidentialité, c'est au niveau support, pas les couches supérieures. C'est le support le plus utilisé en interconnexion des métropolitains Area Network et Wide Area Network, donc des réseaux longue distance et des réseaux métropolitains. Son inconvénient, c'est qu'il est cher. Et il ne permet que la connexion point à point. Et elle lui faut donc vous voyez le connecteur, donc ici c'est le connecteur qu'on met donc vous voyez ici, donc c'est plusieurs fibres, donc le connecteur ici, donc vous voyez qu'il faut un connecteur spécifique de la fibre, et bien sûr il faut des techniciens de main d'œuvre bien spécialisés pour manœuvrer la fibre optique. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur les supports avec guide. On a dit qu'elles ont des débits bien déterminés, elles ont des caractéristiques en termes de débit, en termes de caractéristiques, en termes de coût, en termes d'erreurs. Parce qu'on va voir que dans la couche liaison de données qu'on va voir, après le chapitre suivant, si la donnée n'est pas bien arrivée, il faut la corriger. Et donc, il nous faut des supports qui sont un petit peu fidèles, fiables. Donc, pour les supports sont guides, ils utilisent généralement l'atmosphère, transmission à travers l'atmosphère. Pas de support physique, onde radioélectrique, donc la bande qu'on utilise, donc il y a différentes bandes, ça dépend, est-ce qu'on utilise la radio, est-ce qu'on peut utiliser le Wi-Fi, donc est-ce qu'on utilise les longueurs d'onde, petits ou grands, etc. Par exemple, ce n'est pas le même principe donc qu'on utilise pour la télécommande. La télécommande, c'est l'infrarouge, ce n'est pas le même que le Wi-Fi, que la radio, que la téléphonie mobile, par satellite. Donc, chaque support, donc chaque type, il utilise une fréquence et bien sûr, il y a le comité qui gère les fréquences parce que tu ne peux pas, un opérateur ne peut pas venir et il veut dire que je vais utiliser la gamme de fréquences. Il faut allouer. Donc, par exemple, lorsqu'il y a plusieurs concurrents, on a l'Etisalat Maghreb, on a on a Orange, etc. Et donc, chacun, il utilise une gamme de fréquences bien précis. Donc, l'ART, Agence de réglementation de télécommunications, elle alloue les bandes de fréquence aux opérateurs de la téléphonie et bien sûr à les opérateurs, ils peuvent aussi transmettre donc les données multimédia. Donc les ondes radioélectriques, c'est entre 10 et 500, mais les faisceaux hertziennes, c'est jusqu'à 20 GHz, utilisé pour la transmission de données, donc transmission terrestre portée, donc par exemple, entre 50 et 1000 km. Donc, liaison satellitaire, on peut aussi utiliser la liaison satellitaire, donc géostationnaire. Par exemple, on aura une station de base qui va essayer, par exemple, ce qu'on utilise généralement en télévision. En télévision, on a une station
par exemple, une station de base qui envoie un signal à un satellite. Satellite fera les répéteurs, ce qu'on appelle les transpondeurs. Transpondeurs, l'argot dit les récepteurs. Donc, il y a un ensemble de répéteurs et donc, il reçoit une certaine fréquence, un signal avec une certaine fréquence, il va l'envoyer à une zone terrestre. Donc, parce que, donc, voilà. On fait la différence entre les satellites géostationnaires. Un satellite géostationnaire, c'est un satellite il tourne à la même vitesse que la Terre. Elle tourne autour de la Terre à la même vitesse. Donc, s'il voit par exemple le Maroc ou l'Afrique, toujours il le voit. Donc, le satellite, il va toujours arroser la zone géométrique. Donc, les satellites géostationnaires, elles permettent de transmettre, par exemple, les données de télévision, les données de la radio, mais aussi la téléphonie et bien sûr les données multimédia. Donc, c'est un réseau de télécommunication, c'est un réseau de partage de données. Donc, c'est ça le rôle de la satellite géostationnaire. Il utilise un certain répéteur qu'on appelle les transpondeurs. Donc, il reçoit à une certaine fréquence, ils peuvent envoyer à une autre fréquence. Donc, vous le savez toujours, il y a la bande C, la bande KU, la bande U, la bande KN, etc. Donc ça, on le sait très bien sur la télévision numérique. Transmission par satellite de la télévision numérique. Il y a bien sûr plusieurs satellites, donc Astra, etc., qui bien sûr qui délivrent ceci. Donc, il y a les satellites géostationnaires qui tournent autour de la Terre à une vitesse constante pour qu'ils voient toujours le même. Si l'Afrique tourne, il tourne lui aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les satellites de défilement. C'est presque le même principe qu'on utilise lorsqu'on utilise la téléphonie cellulaire, GSM. Donc, en téléphonie GSM, on a par exemple l'espace et les divisés, ce qu'on appelle en cellules. D'accord? Et bien sûr, lorsqu'un utilisateur est dans une cellule, et donc, il va communiquer avec, bien sûr, la station de base de la cellule. Tous les utilisateurs qui sont sur la cellule, donc, lorsque tu veux communiquer avec quelqu'un, donc, ton téléphone, elle communique avec la station de base. La station de base, ils peuvent utiliser d'autres stations de base jusqu'à arriver à, par exemple, si celui que tu appelles, il est de la même cellule de base, donc la station de base, elle va lui envoyer le signal. S'il est ailleurs, donc on peut utiliser d'autres stations de base, comme on peut aussi utiliser la téléphonie filière par les modems, par les câbles coaxiales, etc. Jusqu'à, par exemple, ça dépend, est-ce que tu appelles à la nationale, à l'international, est-ce que tu appelles un téléphone fixe ou un téléphone mobile, donc il y a différents. Donc, ce que je veux dire que lorsque tu changes du cellule, ça de la station de base, elle doit communiquer la station de base lorsque seulement tu bouges. هذه كتقول les stations de base les plus qui lui sont un petit peu proches, et lui dit que cette personne avec cet identificateur il bouge. Bientôt غادي يوصل واحد une autre cellule, et bien sûr lorsque la cellule le reçoit, donc c'est là elle va continuer à parler même si elle sort d'une cellule. C'est le principe sur lequel ce qu'on appelle le handover. Handover en télécommunication, c'est lorsque une station de base te laisse et une autre station de base, elle te capte. Si tu es en communication, donc la communication donc, ne coupe pas
Et bien sûr, le signal, on sait c'est qu'il utilise une certaine fréquence et lorsque tu es dans une autre cellule, tu utilises une autre fréquence sans que la communication ne se coupe pas. C'est la même chose que lorsqu'on utilise les stations à défilement, les satellites à défilement. Donc, les satellites à défilement, donc, les satellites géostationnaires, ils sont à des distances, à des altitudes grandes. Par contre, les satellites du défilement, ils sont à des altitudes moyennes. Et donc, il y a un ensemble de satellites géostationnaires. Par exemple, le projet LEO, donc, il utilise par exemple 64 satellites. Et bien sûr, lorsqu'un satellite, elle passe, celui-là, elle passe autour de l'Afrique, à un certain moment, c'est celui-là qui vient. Lorsque celui-là vient, c'est comme le même principe que ici, il va être capté par ce satellite. Donc, le handover, on l'utilise la téléphonie cellulaire, on l'utilise aussi la transmission par satellite de défilement. Donc, liaison satellite géostationnaire ou à défilement, donc on a soit à des altitudes de 36 000 km ou à 800 km. Géostationnaire, c'est très haut du défilement. Donc, géostationnaire, c'est un satellite qui arrose toujours la même zone. Alors que ici, c'est un ensemble de satellites qui tournent autour de l'arête de la Terre à des altitudes moyennes. Et bien sûr, à un certain moment, c'est un satellite et lorsqu'elle passe, un autre va prendre le relais. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser des fréquences différentes, donc les fréquences montantes. Les fréquences montantes, c'est la fréquence avec laquelle la station de bar, là, par exemple la télévision, et l'on voit le signal pour le satellite. Et bien sûr, le satellite, il va le réfléchir, il va l'envoyer sur une autre fréquence. Donc, bon, il y a différentes fréquences. Par exemple, de 3,4 jusqu'à 4,2 GHz, au 7,25 et 7,25 et 7,75 de la station de base, de la station d'émission vers le satellite et descendant donc du satellite vers les utilisateurs, vers la Terre. Descendante, donc pourquoi on utilise ça? Pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, pour résumer, on a la paire torsadée, bande passante, c'est autour de 100 kHz. On l'utilise sur un téléphone, soit dans des réseaux locaux. Twisted ou untwisted, donc untwisted et twisted. Donc, la catégorie 5 peut donner des dB supérieurs. Câble coaxial, donc des fréquences, donc bande passante, elle est supérieure à 100, ça veut dire que le dB, c'est très haut par rapport à la paire torsadée. On peut l'utiliser en télévision. Donc, celui de 50 ohms en télévision, 75 ohms, c'est dans les réseaux locaux, peu dans les réseaux métropolitains. La fibre optique, on a dit qu'on l'utilise pour interconnecter à grande distance les réseaux métropolitains et les réseaux à grande distance. On a du type monomode ou multimode. Donc, en monomode, on peut atteindre 60 km. En multimode, c'est à des distances réduites. Donc, la fréquence, c'est la bande passante, c'est 1 giga. Ça veut dire que le dB, c'est beaucoup. Les faisceaux hertziennes par réseau téléphonique, par téléphone cellulaire. Donc, le débit du mobile, donc vous voyez que lorsque j'ai parlé de handover, la mobilité, donc l'utilisateur, il peut être en mouvement, il est mobile et bien sûr, elle utilise le sans fil. Le sans fil, ça veut dire que pourquoi je reviens pour le pourquoi de sans fil, parce que donc on sait maintenant que le filière, câble coaxial, paire torsadée, on ne peut pas
on ne peut pas, on ne peut pas avoir un rallonge de téléphone ou de l'internet là on va. Donc, c'est pour cela que les gens ont inventé le sans-fil pour pouvoir être connectés sans avoir à les câbles de téléphone et le câble de l'Internet. Donc, voilà. Donc, elles ont inventé le Wi-Fi, elles ont inventé le téléphone cellulaire qui transporte la voix et les données. Elles ont inventé la transmission par satellite, etc. Donc, les satellites, plusieurs canaux. Donc, on peut même l'utiliser soit pour les WAN, soit pour la téléphonie. Donc, je reviens pour dire que le mode de transmission concerne l'organisation des choses entre les comités. On peut avoir seulement dans un sens, ce qu'on appelle la liaison simplex. Donc, vous voyez que sur le support, il y a seulement une direction donc de gauche vers la droite. La liaison half duplex ou à l'alternative, donc vous voyez que l'information elle peut être dans l'un ou l'autre et pas dans les deux en même temps. D'accord? On aura une liaison ici, une liaison. Par contre, en duplex, on peut parler, donc il y a la transmission en full duplex. Donc pour arriver à ça, donc la transmission dans un sens, il utilise une certaine fréquence et dans l'autre sens, il utilise une autre fréquence pour qu'il n'y a pas de mélange d'informations. Donc chaque sens, il utilise une certaine fréquence. D'accord? Donc voilà. On va revenir à ceci parce que dans ce sens, lorsque les données vont dans un seul sens, si celui-là, à la réception, on sait que l'information est erronée, si on ne peut pas la corriger, on ne peut pas demander parce qu'il n'y a pas un moyen. Par contre, ici, on peut envoyer à la source pour lui demander le renvoi. Dans ces deux, on peut demander le renvoi de la donnée qui est erronée. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le troisième chapitre. Donc je m'arrête ici. Donc j'arrête l'enregistrement.